Bienvenue à tous, je suis Bianca. C'est un plaisir pour nous de vous voir tous ici. Donc, je travaille au secrétariat de Men Engage et je coordonne ces séances. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole à Stephen Botkin qui va nous parler des meilleures pratiques pour former les gens à participer à l'égalité entre les genres. Et Stephen Botkin, maintenant, nous vous donnons la parole et merci à tous d'être ici avec nous. Merci Bianca, Stephen au micro. Je vous remercie pour m'avoir invité. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous tous. Aujourd'hui, je remercie aussi l'Alliance mondiale de Global Men Engage, qui réunit des personnes du monde entier. Je suis vraiment très heureux de voir où nous en sommes et le nombre de participants et qui participent et qui envoient leur présentation à travers le chat. Alors d'abord, je vais vous demander de euh, pratiquer et la respiration, respirer à fond. Je vous demanderai de vous joindre à moi. Quand j'arrive à 3, respirez. Voilà, 1, 2, 3, respirons. Une grande respiration. Voilà, c'est très bon. Merci. Merci de votre participation. Et puis, dans votre travail, dans votre vie, je voudrais aussi que vous vous identifiez. Dites-nous ce que vous faites à travers le chat, si vous avez déjà de l'expérience concernant ces formations que nous faisons. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelle est votre profession? Donc, envoyez-nous tout cela et puis vous nous direz si cela vous a été utile. Vous nous le direz tout cela dans le chat. Donc, j'encourage tout le monde à envoyer vos conclusions. La structure de notre séance aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'histoire des leçons apprises, de notre approche concernant la formation sur ce thème. Nous allons prendre 30 minutes là-dessus. Ensuite, nous prendrons le temps de discuter un petit peu et ensuite, avec des collègues de différents pays, nous parlerons de leur expérience, de leur méthodologie, de l'impact de cette formation. Je serai ravie de les entendre et c'est un plaisir pour moi de savoir qu'ils sont là. Et ensuite, de nouveau, nous passerons aux questions et à la discussion. Voilà. Donc, c'est notre planning d'aujourd'hui. Alors, avant de de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous dire que notre travail provient du travail des féministes de nombreuses cultures qui ont donné une voix à la réalité concernant le genre, le sexisme, etc., et qui continuent à lutter pour des changements institutionnels, culturels, et c'est important pour nous de les remercier, de leur dire que leur travail et leurs commentaires nous a informés, nous a guidés dans notre travail. Voilà. Ensuite, nous avons utilisé le terme de meilleure pratique dans cette séance. Alors, ce sont des recherches basées sur 40 années de rapports venant de participants sur les changements, sur des preuves de relations à long terme que ces personnes ont collectées, les transformations qui ont existé, qui ont donné lieu à des changements dans les familles, dans la communauté. Donc, tout cela a été recueilli. Et puis, le monde de la conscience liée au genre qui crée qui change énormément actuellement. Et notre théorie de la formation et de la pratique a été développée à partir d'un cadre binaire de genre. Et maintenant qu'on comprend mieux l'expérience transgenre, les modèles, les formations évoluent aussi. Donc, nous continuons à participer à ce processus avec beaucoup de gratitude, je dois le dire. Et ensuite, cette formation était et est encore basée sur une expérience collective, en tout cas en ce qui me concerne. D'autres personnes dans le monde entier développent des programmes pour faire participer les hommes et nous nous nourrissons de notre travail les uns des autres. Je
j'ai commencé à travailler sur une collaboration avec des programmes d'éducation, de justice sociale avec des collègues de Massachusetts et on a mis en place un système qui a commencé dans la partie donc occidentale du Massachusetts et mes amis, mes co-formateurs de plus de 20 ans, hein, James Morana, a été vraiment un mentor dans le domaine de cette formation. Nous avons travaillé ensemble et notre partenariat est très important pour toute l'élaboration de cette méthodologie. Donc, ce n'est pas moi tout seul, hein, il y a beaucoup de gens derrière. Hein. Et puis, je condense une pratique de 40 ans dans des formations de 3 jours, de 3 semaines, de 2 heures, d'une heure. Donc, je vais essayer de ne pas être trop rapide. Il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de détails. Hein. J'espère que je serai capable de vous présenter tout cela correctement aujourd'hui. Voilà. Bien, donc je vais maintenant partager mon écran. L'histoire de cette formation, comme toutes les bonnes histoires, commence par une expérience personnelle. C'était en 1979, j'avais 25 ans et j'ai participé à un groupe d'hommes pour parler de mes problèmes d'abus dont j'avais été victime quand j'étais petit. Et la même année, j'ai commencé aussi à travailler dans le domaine de l'éducation à la justice sociale. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres hommes en petits groupes ou individuellement qui exploraient la façon d'appliquer les principes féministes à l'expérience des hommes et au genre. Hein. Certains étaient des académiciens, d'autres travaillaient dans la communauté et soutenaient des hommes et luttaient contre la violence contre les hommes. Et donc, dans mon travail, je me suis demandé comment appliquer les principes d'éducation et sociale et de justice sociale pour développer la conscience masculine. Et c'est devenu le titre de mon travail, hein, à savoir justice sociale, éducation à la justice sociale. Hein, et en même temps, j'ai travaillé avec des hommes au niveau local pour savoir comment on pouvait soutenir les hommes et remettre en question la violence dans notre communauté. Donc, cette combinaison d'approches académiques et pratiques a été un bon équilibre pour mettre en place cette approche qui est basée sur une théorie de l'éducation et sur les meilleures pratiques de la communauté. Donc, j'ai travaillé avec mes étudiants, avec des étudiants pour mettre en place une méthodologie éducative pour augmenter la prise de conscience concernant l'identité sociale, les changements de comportement, pour mettre en place des modifications dans ce domaine. Nous avons étudié la méthodologie concernant l'éducation populaire. Nous avons participé nous avons étudié la façon dont certaines pressions ont eu un impact sur notre vie. Nous voulions faire une différence entre l'éducation et ce qu'un étudiant pouvait comprendre et ce qu'un étudiant pouvait mémoriser. Donc l'éducation populaire, les stratégies, les compétences que vous connaissez, je pense, hein, qui permettent de montrer un respect pour tous les participants et pour les histoires de chacun, d'utiliser un dialogue et refléter les expériences personnelles pour sensibiliser aux problèmes sociaux communs, hein, et puis connecter notre expérience personnelle, accorder une attention bienveillante à la dynamique de groupe et aux défis du processus d'apprentissage, intégrer l'expérience émotionnelle et corporelle dans le processus d'apprentissage aussi. Donc notre objectif était de travailler ensemble à l'élaboration de stratégies d'action individuelles et collectives pour résoudre les problèmes communs dans notre communauté. Hein. Et ça a été un peu la méthodologie de base que nous avons appliquée. En même temps, hein, alors que ces activités avaient lieu, mes conversations avec les hommes au niveau local, je m'excuse, j'ai sauté quelques diapositives, me voilà.
ici. Donc, nous avons voulu nous réunir, nous connecter les uns avec les autres. Nous avons compris que la connexion ou le manque de connexion était importante pour lutter contre ces difficultés des hommes. Les femmes nous ont encouragés à travailler avec d'autres hommes. Donc, d'abord, on s'est appelé la connexion des ressources masculines, masculines, pardon, parce qu'on pensait que le mot connexion était important. Ensuite, on a mis en place des retraites, des ateliers, on a organisé des événements sociaux dans lesquels les hommes se sentaient sûrs. Et puis, on a organisé des conférences au cours desquelles les hommes pouvaient exprimer leur engagement contre la violence et promouvoir la paix. Après 9 années, nous avons constaté que le travail que nous faisions allait allait offrir des bénéfices si nous avions une structure plus organisée. Et donc, nous avons créé cette ressource, centre de ressources des hommes avec un leadership et nous travaillons donc avec une approche positive pour les hommes, mais nous sommes aussi pour le féminisme. Nous avons des groupes de soutien, nous avons un programme d'intervention, et nous avons des groupes qui travaillent avec les enfants qui ont souffert d'abus pendant leur enfance. Donc, nous soutenons les hommes et nous avons un partenariat avec, excusez-moi, j'ai perdu ici. Donc, nous travaillons avec un centre de femmes. Nous avons des campagnes de prise de conscience. Nous avons une newsletter qui sort tous les mois, hein, qui va bientôt devenir un petit magazine, hein, que je vous recommande à tous. Donc, sur la base de ces expériences communautaires et de l'expérience menée dans les écoles également, dans les universités, nous avons pu dresser une liste des convictions qui étaient les nôtres à propos des hommes. Donc, la voici ici à l'écran. Elles peuvent être euh, élargies à l'échelle internationale. Ce sont des, une, une liste d'approches qui nous permettent de concevoir au quotidien notre formation. Bien, donc le premier point qui est une conviction forte, c'est que les garçons naissent naturellement euh, eh bien, pleins d'amour, sensibles et avec la volonté de prendre soin de leur prochain. Et puis ensuite, ces garçons sont formés en quelque sorte pour être masculins et de la façon suivante qui conduit à la domination, à la violence et puis également à la déconnexion et à la confusion. Troisième point, les garçons ont été traumatisés également, bien souvent par la violence et les, les divers abus auxquels ils ont assisté dont ils ont été témoins. La violence et la domination, cinquième point, sont utilisés bien souvent par les hommes pour contrôler les sentiments ou la peur, la vulnérabilité qui parfois les envahissent, et pour protéger leurs privilèges. Les hommes sont également bien souvent euh, très désireux de retrouver cette connexion avec le soin, l'amour pour leur prochain au sein de leur propre communauté, puis avec leurs proches. Donc, on le dit haut et fort, c'est une affirmation forte pour nous que les hommes peuvent devenir des modèles, des rôles modèles, comme on dit en anglais, pour euh, démontrer une masculinité positive et pour devenir des agents de changement dans leur famille et dans les communautés. Alors, vous avez ici, par exemple, une première illustration avec un groupe qui s'est formé au Japon
Et puis, dans le monde entier, nous nous sommes aperçus que, il y avait également beaucoup de femmes qui étaient désireuses d'accueillir ces hommes qui souhaitaient devenir des partenaires pour lutter tous ensemble contre la violence faite aux femmes, notamment. Nous avons donc très rapidement identifié un besoin de former une institution plus vaste, plus large, qui pourrait répondre aux besoins à l'échelle internationale. Et c'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle Men Resources International. Et la mission de cette institution était de mobiliser donc des réseaux d'hommes à travers le monde, des réseaux d'hommes qui avaient donc cette vision globale, vision commune, pardon, qui était de former un réseau mondial de femmes et d'hommes travaillant ensemble pour l'unité et la paix dans nos familles et dans nos communautés. Alors, bien sûr, Men Engage est la parfaite représentation également de cette vision. Et lorsque nous avons réalisé que Men Engage allait justement, précisément, endosser cette même vision, nous étions vraiment ravis. Alors, l'objectif de la formation et d'aider les hommes à évoluer progressivement vers ces objectifs qui sont les nôtres, qui sont affichés. Donc, à partir tout d'abord d'un changement qui s'effectue au niveau personnel et puis petit à petit qui permet d'établir un changement euh, au niveau social. Petit à petit, nous pouvons devenir plus conscients de beaucoup de choses. Nous pouvons d'abord insuffler un changement en nous et puis au sein de nos familles, de nos amis, au sein de la communauté pour ensuite créer un véritable changement social. Alors, c'est un travail que nous développons au sein de notre centre de ressources pour les hommes et la question qui très vite s'est posée à nous, c'est si cette formation pourrait être efficace dans d'autres communautés, dans d'autres contextes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement cherché à élaborer une liste d'éléments qui, selon nous, sont indispensables pour constituer une formation efficace, pour former, pour accompagner les hommes sur cette voie du changement. Nous avons défini qu'il convenait tout d'abord d'engager les hommes dans le contexte donc, de la santé communautaire, de la sécurité, de l'autonomisation des femmes en tant que conseillers, participants et partenaires responsables. Euh, Deuxième point, cette formation doit pouvoir affirmer la possibilité de masculinité saine, positive, et puis également l'importance de modèles masculins sains. Nous, euh, nous avons très vite compris qu'il fallait créer des groupes d'hommes qui pourraient travailler ensemble pour, pour effectuer également un dialogue transgenre pour que l'échange d'expériences en matière de masculinité puisse être enrichissant pour tous. Donc, les hommes bien sûr, s'enrichissent beaucoup de ces conversations et puis les groupes qui englobent différents genres également. Nous cherchons également dans tous les cas, à montrer des réponses empathiques aux sentiments et aux pensées qui habitent les hommes et qui surgissent dans ces groupes de parole. Nous, nous cherchons dans tous les cas à raconter une histoire euh, de à raconter l'histoire des hommes et de la masculinité dès le début, c'est-à-dire affirmer, comme je le disais tout à l'heure, l'humanité inhérente des garçons et des hommes. Les garçons, en effet, sont nés avec un désir naturel de connexion. Il s'agit de le rappeler, il s'agit de reconnecter les hommes avec ce désir. Nous cherchons également à offrir un cadre pour une compréhension de la façon euh, de, de former les garçons à la socialisation dans des cadres, dans le cadre de modèles avec une masculinité
saines pour lutter contre donc, ces masculinités malsaines et nocives. Cela passe par l'enseignement aux hommes de la façon d'écouter les femmes, d'explorer également de nouvelles définitions de pouvoir. Il s'agit d'enseigner les hommes à être des alliés fiers des femmes, mais également des personnes transgenres. Il s'agit bien de bien faire comprendre aux personnes que être puissant ne passe pas par le fait de maltraiter ou d'avoir des comportements abusifs envers les autres personnes. La véritable puissance, finalement, s'affirme de façon positive et s'affirme de différentes manières. Donc, nous essayons dans tous les cas de parler, pas seulement à la tête, mais au cœur et à l'esprit pour, euh, pour augmenter en quelque sorte l'impact de notre formation. Donc voilà, ici à l'écran, un résumé en quelque sorte de cette transformation dans la socialisation des hommes. Il y a au cœur, comme je le disais, un besoin très fort de connexion. Et puis tout autour, qui gravite autour de ce besoin de connexion, il y a le contact avec la violence, le fait d'être témoin de violence. Et pour sortir de ce cercle infernal, ce cercle euh, négatif, nous élaborons un chemin pour aider les hommes à sortir des sentiers battus. Donc, il s'agit bien sûr, tout d'abord, de bien définir euh, tout ce qu'il y a dans la boîte à hommes, que je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est socialement admis euh, pour développer, ça, définir ce qu'est un homme par la société. Et puis, nous, nous effectuons une analyse des avantages et des inconvénients de ces propriétés largement acceptées, les propriétés qui semblent être inhérentes aux hommes, acceptées par la société. Et puis ensuite, nous définissons et nous aidons les hommes à sortir de cette prédétermination. Donc, ces formations s'effectuent dans différents sites. Euh, Par exemple, une communauté a été fondée au Massachusetts, hein. Il s'agit de la communauté Mocha qui regroupe les hommes de couleur et qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, on voit ici une photo de famille de l'organisation Mocha. D'autres centres de ressources pour les hommes se sont formés petit à petit également à partir du modèle du Centre international de ressources pour les hommes. Donc, on voit ici un exemple de groupe d'hommes qui s'est formé au Texas et qui soutient justement l'organisation de formation pour les hommes qui souhaitent sortir des sentiers battus. En Zambie, également, la première formation a été dispensée en 2016. Les hommes ont à cette occasion appris à, euh, à prendre position aux côtés des femmes. La formation d'ailleurs regroupe les hommes et les femmes. Et puis, peu après cela, le réseau de Zambie, le centre de formation de ressources pour les hommes, a été euh, constitué en Zambie. Et puis, au Nigeria, vous voyez ici Hugo Nashi, une activiste féministe
qui a entendu parler de notre formation dispensée par le MRI, qui a souhaité pouvoir dispenser cette formation dans son pays. C'est ce que nous avons fait. Cela a été une expérience très puissante et très enrichissante. Nous nous en sommes engagés avec les leaders de communauté, les dirigeants traditionnels également, qui ont accepté de participer à nos côtés. Alors, le résultat a été vraiment formidable, très émouvant, très fort. Et puis, suite à cela également, le centre de ressources pour les hommes, Ebony, a été formé. Et lors de cette formation, un jeune du Rwanda était présent et nous a dit, j'étais vraiment très intéressé par votre formation. Est-ce que cela pourrait être reproduit dans mon pays, au Rwanda? Alors, bien sûr, nous avons effectivement pris contact avec lui et quelque temps plus tard, le centre de ressources pour les hommes du Rwanda était également créé. Nous avons au Rwanda dispensé également plusieurs formations de base essentielles qui ont permis de lancer véritablement ce centre de ressources pour les hommes au Rwanda. Donc, vous avez ici à l'écran quelques illustrations. Les, euh, les animateurs se sont rendus dans les communautés, de très nombreux rassemblements, rassemblant donc des hommes, des femmes, côte à côte, comme partenaires égaux. Et vraiment, je crois que ces formations ont permis d'ouvrir les yeux de très nombreux participants. Comme vous le voyez ici à l'écran, nous avons nous aussi participé. Ces expériences ont été dans tous les cas très enrichissantes. Donc pour nous, c'est formidable, bien entendu, de voir que ces formations trouvent un écho, trouvent un intérêt dans des contextes si variés. Nous continuons sans cesse à approfondir notre projet pour former toujours mieux les hommes qui souhaitent suivre cette voie. Et nous écoutons beaucoup les hommes dans chacun des contextes pour savoir quelle est la demande, quel est le besoin qu'ils ont identifié dans leur communauté. Nous travaillons avec les ministères de la Santé, bien souvent également, pour, euh, pour répondre aux besoins particuliers de chaque contexte. Donc, on voit ici, par exemple, une autre photo d'illustration. Et là, ici, c'est une formidable histoire de femmes qui ont dit aux hommes, comment peut-on vous aider? Nous voudrions créer, nous aussi, un centre pour les femmes. Et les hommes ont dit, bah, très bien, oui, faisons cela. Nous pouvons également créer un centre de ressources pour les femmes pour que tous s'entraident. Et ça, c'était l'ouverture donc, du centre pour les femmes. Les femmes se sont réunies dans tout le pays, se sont engagées envers l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre la violence contre les femmes. Et je dirais qu'en tout, nous avons plus de 5000 personnes du Libéria qui ont participé à ces activités de campagne. On voulait savoir aussi quel était l'impact de tout cela. Donc, nous avons fait un suivi de ces programmes avec des groupes de femmes. Et ce qu'elles nous disent, c'est que les hommes libériens sortent de leur cadre. Et donc, on a ici cette photo avec des images qui ne sont pas tout à fait traditionnelles, hein, d'hommes en train de préparer à manger, s'occuper de bébés, etc. Nous avons fait aussi des formations en Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé avec les leaders des villages. Il y a une organisation internationale aussi qui s'appelle Femmes artisanes de la paix et ils ont co-animé une formation internationale de formateurs. Puis ils ont invité 19 hommes de 17 pays différents à participer à des ateliers de 2 semaines. C'était aux Pays-Bas d'abord. Ensuite, on a fait un plan d'action. On a partagé cela. Et ici, ces hommes que vous voyez sont avec nous aujourd'hui. Nous allons entendre leur expérience, leur
témoignages de cette expérience, d'autres contextes que vous reconnaîtrez peut-être. Hein, ici, cet atelier régional qui a été fait au Népal avec 7 pays d'Asie du Sud représentés. Et la même chose, une formation au Niger et au Mali. On a été invité à travailler en Albanie, à travailler avec des femmes pour mettre en place un plan d'action national pour impliquer les hommes dans la prévention de la violence basée sur le genre. En Albanie, donc, hein. Ici, une formation à Myanmar qui s'appelle CARE, où nous travaillons pour prévenir la violence basée sur le genre contre les femmes migrantes et les travailleuses du sexe. Hein. Ensuite, un autre projet que nous avons fait avec des représentants du Rwanda, du Burundi. Nous avons créé un projet de construction de la paix entre les femmes et les hommes. Ici, différents projets, je continue à avancer. Ici, l'alliance des hommes cette alliance mondiale de Men Engage qui a été formée pour mettre en place ce projet. Nous continuons à participer donc à tout cela et avec le temps, les ressources donc internationales que nous avons créées et le Men's Resource Center ont été réunis et nous avons maintenant Merge for Equality. Hein. Nous travaillons dans le but de parler de ces questions à une étape précoce. Nous voulons voir comment travailler avec les enfants, avec les éducateurs, avec les personnes responsables de soins pour leur expliquer comment élever des enfants et surtout des garçons qui aient une mentalité différente, moins traditionnelle et pour qu'il y ait une autre image de ce qu'est un garçon, ce qu'est un homme. Et on veut leur faire comprendre, hein, aider les garçons à devenir des hommes non violents et des personnes qui n'ont pas recours à la violence. Ensuite, Merge for Equality s'est uni à North American Men Engage, hein, donc ce réseau américain hein, qui existe aux États-Unis. Donc, nous avons créé cette organisation régionale aux États-Unis. Ici, j'ai une série de ressources hein, que je voulais vous présenter. Ce sont des liens que je vous enverrai par la suite. C'est une série de choses qui peuvent vous être utiles, différentes ressources, des études de cas sur le travail qui a été fait au Nigeria, au Rwanda, au Libéria, une évaluation des programmes de travailleurs de la paix, des formateurs, des formations de formateurs. Il y a aussi une vidéo qui peut vous intéresser où je parle justement de tout cela, hein, de ces mouvements. Il y a aussi une vidéo concernant le centre de ressources des hommes, une vidéo sur ce qui a été fait donc ces dernières années. Donc beaucoup de matériel intéressant que vous pouvez regarder et sous forme de vidéo. Hein. Voilà, et je crois que j'en ai terminé. Donc je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Nous allons voir si notre collègue James est avec nous. Si c'est le cas, nous lui demanderons d'abord de nous dire s'il a quelque chose à ajouter. James au micro. Eh bien, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Merci de m'avoir permis de participer à votre équipe et de soutenir nos frères et nos sœurs pour trouver des moyens de créer davantage de soutien, d'amour, une bonne relation à travers cette manière, ce travail que vous avez réalisé. Je vous remercie vraiment
de m'avoir donné la possibilité de participer au travail de cette équipe. Merci James et Stephen au micro. C'est un grand plaisir pour moi de dire que James et moi, nous avons travaillé en commun, nous avons fait ce travail en commun. Et personnellement, je veux le remercier. Je veux aussi remercier tous les participants qui ont travaillé avec nous aussi, comme co-facilitateurs, hein, tous, hein. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous. Bien, nous allons prendre une pause. D'abord, nous allons faire une petite pause et voir s'il y a des commentaires, des questions. Ensuite, nous donnerons la parole à Emiliano, à Hugo, à Hugo, hein, qui vont nous parler de leur expérience avec cette formation, hein. Alors, la première question que nous avons reçue était: pourquoi est-ce que vous utilisez le genre? Est-ce que c'est le genre comme base de stéréotypes masculin-féminin? Comment est-ce que vous le considérez? La deuxième question, j'aimerais comprendre votre méthodologie pour qui permet d'apprendre aux hommes à écouter les femmes. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez, hein, quand vous souhaitez utiliser le corps, hein, vous dites que vous utilisez le corps, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question? Bien, oui, je répondrai à ces questions. Alors, le genre, hein, c'est ce dont on parle quand on parle d'expérience de socialisation dans le genre, hein, est lié au genre. Et puis, quand on parle d'écouter les femmes, eh bien, c'est une pratique très agréable et je dirais que c'est important de s'approcher de cette pratique avec un certain plaisir pour voir de quoi il s'agit, être bien, être, avoir envie d'écouter les femmes, hein. Donc, une des premières activités que nous faisons dans nos ateliers, nous demandons aux gens ce qu'ils savent en ce qui concerne les compétences d'écoute, hein, et donc l'écoute positive, hein. Et ensuite, nous demandons aux gens de nous donner des exemples et puis chacun doit prendre 3 minutes pour partager avec les autres et parler de leur premier souvenir de relation entre hommes et femmes, garçons et filles, et lorsqu'il y a eu des différences de traitement entre ces garçons et ces filles ou ces hommes et femmes, hein, et à cause de leur genre, hein. Et nous structurons notre atelier de manière très précise. Nous donnons 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, il va y avoir quelqu'un qui va parler et quelqu'un qui va écouter. Celui qui écoute ne peut rien dire. Il doit écouter et montrer qu'il écoute profondément. Et ensuite, on vous dira quand est-ce que vous devez échanger les rôles, hein. Donc, c'est quelque chose de très structurant. Les personnes peuvent se focaliser sur les pratiques d'écoute, de parole et comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et nous utilisons cela comme base de d'autres activités au cours desquelles il y a aussi une écoute importante. Et très souvent, nous demandons aux femmes de parler et aux hommes d'écouter. Et nous rappelons aux gens ce que signifie écouter. On se tait, on n'exprime rien avec son visage, avec ses yeux, hein. On écoute passivement. Et ensuite, une fois que les femmes ont terminé de parler, on demande aux hommes de dire de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. Donc, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une réponse, c'est juste ce que l'homme a entendu, ce que la femme a dit. Et ensuite, on demande à la femme, est-ce que vous pensez que l'homme vous a vraiment entendu? S'il y a quelque chose qui manque, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il faut lui redire? Ensuite, on retourne à l'homme. Est-ce que vous avez entendu ce que la femme vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et on continue comme ça, ce processus, jusqu'à ce que la femme dise oui, j'ai été entendue, j'ai été écoutée. C'est un beau processus, c'est un processus qui est fantastique. Et à la fin, beaucoup d'hommes disent, nous n'avions jamais écouté et nous n'avions jamais entendu les femmes comme ça, nous n'avions jamais compris ce que les femmes avaient à nous dire. Donc, les femmes nous disent aussi
que la sensation d'être entendue de cette manière si simple et directive est très importante pour elle aussi et a été un pas en avant. Donc voilà, c'est un petit peu la technique que nous utilisons. Merci, merci beaucoup, merci. C'est une activité fantastique. Bien. La dernière question concernant le corps, la participation du corps. Alors, on utilise la respiration, c'est quelque chose que nous faisons toujours au début et à la fin de nos sessions. On encourage les personnes à respirer parce que c'est la meilleure manière de mettre en corps notre expérience, de l'appliquer sur votre corps. Et ensuite, les activités au cours desquelles nous demandons aux gens de se lever, de prendre une pause, qu'on appelle les activités de la pause de l'homme. De nouveau, c'est mettre encore la masculinité. On demande aux gens, au cours de cette pause, de se rendre compte, lorsqu'ils regardent la salle, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils sentent dans leur corps, qu'est-ce qu'ils ressentent. On leur demande ce qu'ils ressentent. Et donc, de nouveau, c'est la corporisation, de nouveau. Bien, merci, bien qu'au micro. Il y a encore beaucoup d'autres questions. Je vais faire une petite pause, Steven, au micro. Je voudrais faire une petite pause, parce que c'est une conversation que nous pouvons avoir lorsque nous avons trois journées ou une semaine pour faire cet atelier. Mais là, je voudrais que mes collègues puissent aussi prendre la parole. Donc, je vais leur donner la parole, et ensuite, à la fin, nous prendrons un peu le temps pour de nouveau répondre à des questions. Alors, la première personne que nous allons entendre est notre ami Hugo. Hugo a enregistré un message, donc je vais vous le présenter maintenant, ce message. Bonjour, je suis Hugo Nmachi. Je suis la directrice de cette initiative de sécurité pour les femmes. Je suis vraiment ravie de participer à cette activité organisée par Men Engage et autres activités et ONU Femmes. Et je me sens très honorée d'avoir été invitée par Steven pour partager mon expérience concernant le travail qui a été fait dans le monde entier. J'ai commencé à travailler en 2006 à la commission des ONU Femmes à New York, à la conférence. C'est un événement au cours duquel nous avons parlé de la participation des hommes pour lutter contre la violence basée sur le genre. Et nous avons parlé de la voix des femmes qui souvent n'est pas entendue. Les femmes on a organisé des formations pour que les femmes puissent participer à ces ateliers et j'ai invité Steven à participer aussi à un de ces ateliers. Nous avons commencé à travailler avec son équipe et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec la première formation internationale pour faire participer les hommes à la lutte contre la violence contre les femmes. Et maintenant, je suis en contact avec le travail qu'il fait et la formation qu'il offre. Et je trouve que c'est étonnant la façon dont tous ceux qui participent à ces formations et sont d'accord avec lui. Je voudrais aussi dire que les participants avec qui j'ai parlé du Rwanda, de Zambia et du Nigeria, donc tous ces participants ont beaucoup appris suite à ces formations données par Steven sur la façon dont les hommes peuvent participer de manière efficace au travail auprès des femmes. Donc, et protéger les femmes contre toutes les nuisances dont elles sont victimes. Et c'est comme ça que j'ai voulu commencer à travailler pour le plaidoyer pour les femmes et les hommes, en travaillant et en utilisant les hommes comme alliés dans ce sens. Et nous avons commencé à travailler avec les hommes sur des questions liées au genre et sur la violence contre les femmes, la masculinité positive. Et lorsqu'on peut faire ce type de travail,
les femmes, la société s'améliore. La méthodologie adoptée pour cette formation est nouvelle, très interactive et elle travaille avec tous les participants. Cette formation a permis à des hommes de sortir de leur rôle d'homme et cette formation parle de la question de cette question du cadre de l'homme, du cadre masculin et comment essayer les hommes à sortir de ce cadre, de cette boîte, hein. Donc, on aide les hommes dans ce sens, c'est très utile. Les hommes peuvent aussi montrer un peu de compassion aussi et nous avons été con on nous a considérés comme des bons un groupe qui travaille bien sur toutes ces questions et je il y a de nombreuses activités et avec la communauté pour s'assurer que les hommes participent aussi à ces activités pour obtenir vraiment de bons résultats. En tout cas, je serais ravie de partager les résultats de nos recherches avec le plus grand nombre de personnes et d'hommes, bien sûr, possible. Et je vous euh, félicite, Stéphane, pour le travail que vous avez fait et dans tous les pays d'Afrique et dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci, Hugo. Alors, nous allons écouter les autres personnes tout d'abord dans un premier temps, puis ensuite nous écouterons les commentaires. Alors, Emiliano, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Steven. Steven, ravi de vous rejoindre. Emiliano est un spécialiste des violences sexuelles aux États-Unis et de la participation des hommes contre les violences faites aux femmes. Merci, merci pour cette présentation. Je suis ravie d'être ici, ravie d'avoir la possibilité de partager mon expérience avec vous. Euh, Alors, je vous apporte les nouvelles donc du, euh, de notre association qui lutte donc contre les abus et les agressions sexuelles et qui veille à prévenir et à plaider, prévenir ces violences et à plaider pour leur interruption. Steven est un mentor pour moi depuis très longtemps. Ce centre de ressources internationales pour les hommes est vraiment ce qui m'a inspiré, qui a été pour moi le moteur de mon action dans ma communauté. Et il y a presque 30 ans désormais, lorsque je suis entrée en contact avec les hommes de ce centre de ressources, je n'avais jamais entendu parler encore du travail qu'ils faisaient à l'époque lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Et, et vraiment, ça a été une formidable découverte pour moi. J'ai trouvé que ça résonnait beaucoup avec ma propre réalité. Ça m'a beaucoup inspiré pour faire la même chose au Texas, en particulier donc à la frontière entre le Texas et le Mexique. Peut-être entendez-vous parler, bien sûr, de la crise qui a lieu à la frontière entre le Mexique et le Texas. Alors, je travaille justement juste à cet endroit et les enjeux sont nombreux. Il y a beaucoup de, comment on dit, de machisme dans cette zone et nous avons donc dû nous retrousser les manches et tirer des leçons de ce que nous observions et pour prendre à bras le corps ce problème du comportement des modèles de comportement des hommes précisément à cet endroit de la planète. Donc, nous avons beaucoup tiré profit de ce que Steven avait déjà développé, ce qu'il avait déjà modélisé.
Et nous avons pu petit à petit mettre en place des services, des programmes, des ressources au Texas pour faire participer les hommes à des conversations sur donc ce machisme, toutes les formes de violence œuvrant au sein de notre communauté. Et vraiment, nous avons rassemblé des hommes qui me ressemblent, hein, des hommes qui, euh, qui ne s'étaient jamais encore engagés auparavant. Bien souvent, les femmes s'étaient engagées dans ce travail de lutte contre la violence domestique euh, et qui avaient effectué un formidable travail. Mais justement, nous avons commencé à nous associer à ces femmes qui avaient déjà beaucoup fait en la matière et cela a donné beaucoup de résultats. Nous avons euh, commencé à intégrer nos méthodologies, à travailler main dans la main avec, avec les femmes, toujours en tirant profit des ressources du Centre de ressources internationales pour les hommes. Pour moi, cela a joué un rôle majeur dans ma vie. Alors, Steven, bien sûr, est la représentation de cette méthodologie, la façon dont vous voyez ici, c'est justement, pour moi, c'est le modèle que je suis, ce que j'essaie de répliquer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc, petit à petit, en prenant euh, une inspiration de ce modèle, de ce qui existait déjà, notamment représenté par Steven, nous avons créé un petit groupe d'hommes qui a été désiré de se lancer dans ce travail. Et donc, nous avons commencé à fournir des programmes, des services, des conseils, à créer des groupes rassemblant toutes sortes d'hommes, de personnes transgenres. Et vraiment, nous nous sommes considérablement inspiré de Steven, du travail qu'il avait lui-même effectué, qui s'était lui-même donc inspiré de ses diverses expériences. Et nous lui sommes très reconnaissants d'être venu passer du temps avec nous, d'avoir pu partager avec nous son expérience. Donc, ça a été une formidable opportunité pour nous de construire une communauté, construire des connexions, avec le Texas, le Sud-Texas, mais avec également d'autres groupes déjà formés dans le monde, dans le reste du monde. Et puis, bien sûr, cela nous a permis, in fine, d'intégrer dans notre travail des bonnes leçons euh, qui ont été tirées dans d'autres domaines, dans d'autres zones du monde. Donc, tout cela, encore une fois, est très inspirant et très motivant. Et moi, j'ai personnellement fait tout un changement dans ma vie, mais je vois également l'impact dans notre communauté et le rôle majeur qu'a joué Steven et l'ensemble de cette institution dans notre cheminement collectif au Sud-Texas. Et tout ce que Steven a présenté aujourd'hui, tout cela fait partie intégrante de qui je suis aujourd'hui. Mhm. Et le travail que je fais est le reflet du travail personnel, du cheminement personnel qui a été le mien au cours de toutes ces années, grâce donc au Centre de ressources internationales. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est ça que je souhaite profondément, c'est euh, représenter personnalisé, en fait, représenté par toute ma personne, pour mon comportement, ce que l'on prône, le changement de comportement que l'on prône. Je crois que c'est le premier pas indispensable pour véritablement avoir un impact, hein, un changement personnel pour conduire, in fine, un changement au sein de nos familles, au sein de nos communautés et au sein de la société. Donc, merci beaucoup encore une fois. Je profite de cet espace pour vous remercier. Steven, merci de m'avoir inspiré, de nous avoir conseillé, de nous avoir guidés sur ce chemin. Il, il y a 16 ans, j'ai quitté le Texas
pour revenir à Austin, le Sud Texas pour revenir à Austin. Et depuis, la mission se poursuit. Je sais que tous ces groupes d'hommes continuent ce travail avec leur communauté, avec leur famille. Je suis d'ailleurs en contact constant avec eux. Je sais l'engagement qui est le leur dans leur travail au quotidien dans cette zone frontalière. Donc, merci Steven pour nous avoir inspirés, pour avoir lancé, semé la graine de cette transformation qui continue de fleurir, de s'épanouir. Bien sûr, c'est un mouvement qui va bien au-delà de moi, de Steven, et cela montre bien tout l'impact et la, le sens qui est profondément intégré à cette mission parce que l'impact est considérable et l'action se poursuit bien au-delà de notre action personnelle, bien entendu. Et c'est le travail, et je profite encore une fois pour les remercier, c'est le travail de tous ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dès le premier jour et qui ont rejoint ce chemin petit à petit en cours de route. C'est grâce à toutes et tous que nous avons pu avoir cet impact et nous avons pu avancer autant. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Emiliano, pour ce témoignage. J'apprécie beaucoup d'entendre vos paroles. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à notre ami du Pakistan qui travaille au sein de l'organisation, donc Babara Bashir, qui participe à une organisation qui vient en aide aux enfants et aux femmes au Pakistan. Merci beaucoup, Steve. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à Men Engage. Et merci à ceux qui se sont exprimés avant moi. Tous sont source d'inspiration. Alors moi, je vous présente mon histoire. En 2009, j'ai rencontré Steven pour la première fois. Donc nous étions 19 hommes réunis venant de 19 pays pour une formation. Donc depuis, j'ai fait beaucoup de travail avec les hommes en uniforme. Donc nous avons travaillé beaucoup avec les effectifs policiers notamment, et nous avons travaillé sur la masculinité, sur la violence basée sur le genre, et on nous a demandé de travailler sur le type de réponse à apporter, notamment pour améliorer la prévention de la violence basée sur le genre. Donc dans ce contexte, je crois que la connexion. Donc, j'insiste sur ce mot qui est central, qui est très spécial pour moi et pour d'autres d'ailleurs, si vous l'avez mentionné. Pour moi, cela a un sens très particulier. Et pour moi et pour tous les hommes qui ont participé à ces formations. Tous insistent sur le fait que c'est le mot central, la connexion entre nous. Et puis, le troisième concept sur lequel je souhaite insister, c'est la conscience de soi. Parce que c'est cela qui m'a permis de véritablement avoir un impact, produire un changement dans mon travail euh, avec euh, ces hommes pour véritablement avoir un impact dans la prévention de la violence basée sur le genre. Donc, en 2009, donc, quand j'ai rencontré Steven lors de cette première formation, c'est une formation de 2 semaines. Et puis, nous en avons effectué une autre en 2010 également. Nous avons donc commencé à travailler avec un groupe d'hommes et de jeunes femmes, de jeunes mariés au Pakistan, et nous avons avec eux exploré leur propre expérience de sociabilisation, de transformation en fait en hommes et femmes. Parce que la socialisation des hommes est est étroitement liée à l'idée de conscience de soi.
On a bien souvent notre propre vision en tant qu'homme, on doit se comporter de telle ou telle manière. Et parfois, donc, nous avons cette idée que nous sommes les hommes et nous sommes les protecteurs du monde. Et nous devons répondre à toutes ces attentes qui sont celles de la société. Euh, et c'est là que c'est important de, de réfléchir et de, de dresser la liste que, euh, de ce qu'être, ce qu'implique être un homme, ce que la société attend de nous et ce que nous tous hommes avons intégré. Et ce travail de quand tu as effectué une liste de toutes les attentes de de la société a vraiment été fondamental. Donc, qu'est-ce qu'être un homme véritablement, mais également quel est le coût que cela implique? Et donc, tout ce travail de visibilisation de, de ces concepts hein, intégrés parfois inconsciemment a été vraiment très, très puissant. Et cela a eu un impact fondamental parce que dans mon contexte, lorsque l'on parle de masculinité, on pense que on parle tous de la même chose, qu'il y a une seule façon d'être un homme. Et en fait, cet exercice a vraiment permis de révéler, de décortiquer la complexité du concept même de masculinité et la multiplicité de ce concept. Et donc, cette pause que nous faisons pour réfléchir à ce qu'est être un homme a été, cette pause, ce moment de réflexion et de dialogue a été fondamental. Et permet, cela nous a permis de bien comprendre le point de départ, quelles étaient nos croyances, nos convictions, parfois erronées, et puis pour eh bien, se lancer dans un chemin différent, commencer une démarche de changement personnel. Et c'est autour de cela que nous avons articulé ensuite toutes nos formations, nos cours, tout ce que nous avons organisé. C'est fort de ce constat, de ce point de départ pour moi-même, j'ai quatre sœurs et Et parfois, je suis face à cette réalité. Je ne peux pas je ne parviens pas à être, à, à répondre à toutes les attentes de la société et je ne parviens pas à me conformer à ce que la société attend de moi. Donc, c'est toute cette discussion qui nous permet de décortiquer cela et d'avancer ensemble. Donc, allez voir votre famille et leur dire, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Donc, donner cette idée de exprimer son être profond, sa situation profonde dans un contexte personnel, puis dans un contexte plus large pour commencer à comprendre comment parler de ce monde et comment socialiser dans ce monde. Et puis la dernière chose, c'était euh, des expériences qui sont différentes en fonction des hommes plus jeunes et célibataires. J'ai regardé un petit peu les questions qui ont été envoyées et mon expérience, c'est que c'est difficile de travailler avec des hommes plus âgés. Hein, les hommes plus âgés, ils, on a ce problème de l'écoute. C'est un gros, gros problème. Ils n'écoutent pas, ils ne sont pas prêts à écouter. Et donc, on a ici un blocage à ce niveau-là. Et
avec les hommes jeunes, non. On a eu vraiment de très bonnes expériences, très enrichissantes. Je vois beaucoup de bonnes histoires, des messages positifs que j'ai reçus de la part de jeunes hommes qui travaillent avec leur relation immédiate avec la communauté. Donc, des changements au niveau individuel qui sont très importants. Et puis, il est important de voir comment ces hommes créent des changements dans leur communauté. Et ce sont des changements, des petits changements, mais tout à fait positifs. Donc, on a une, euh, une approche qui est différente, hein. Par exemple, la police, différents secteurs de la société, hein. Ce n'est pas seulement quelque chose au niveau de l'individu qui est très important, mais c'est aussi quelque chose qui a apporté, qui a eu un bon impact au niveau de la communauté. Et la dernière chose, on m'a posé une question, on m'a demandé s'il était important de travailler avec les institutions. Et je dirais que j'ai travaillé avec la police au Pakistan et avec cette approche, hein, pour savoir comment ces policiers se plaçaient en tant qu'individus, comment ils utilisaient leur masculinité et parlaient de ce processus, comment les hommes entrent en contact avec les hommes, comment se connectent-ils au niveau du travail et voir en tant qu'individus ce qu'ils peuvent modifier. Et je vais vous donner un exemple, hein, puisque tous ces processus, hein, ont impliqué beaucoup de travail avec la police au Pakistan pour augmenter le nombre de femmes simplement dans la police au Pakistan, hein. Donc, on a insisté sur l'importance d'inclure davantage de femmes dans la police, hein, dans les corps de police au Pakistan, ce qui a apporté un changement au niveau social. Et c'est devenu un petit peu difficile aussi, hein. Il a fallu travailler sur certaines idées au sein de l'institution, hein, et pour que les femmes soient entendues de nouveau. Et pour conclure, je dirais que je voulais vous montrer, hein, ce- de nouveau, hein, Steve, ici, vous voyez ce petit symbole. C'est il y a beaucoup de messages, hein, ici que vous voyez qui ont été écrits. Ce sont les messages des 20 hommes qui ont participé à cet atelier. C'est un atelier qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années, mais que je garde encore parce que pour moi, symboliquement, c'est vraiment la base de tout cela, de tous ces changements qui ont eu lieu en moi en tant qu'individu, mais qui m'ont permis aussi de mettre en place ce travail que je fais depuis 25 ans et c'est le 25e anniversaire que nous célébrons cette année au niveau de notre ONG nationale. Nous faisons beaucoup de travail dans ces domaines, au niveau des différentes perspectives et liées au genre. Et donc, je vous remercie à nouveau et je vous recommande de vous rendre sur notre site et sur le site de notre ONG pour en savoir plus. En tout cas, merci beaucoup Stéphane de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole. C'est un plaisir de participer à cet espace. Merci, merci Babar. Nous vous remercions pour ces réflexions. Nous allons maintenant donner la parole à un autre collègue de notre programme de paix avec les femmes. Il se trouve à Fidji. Il est 3 heures du matin. Donc d'abord, nous allons le remercier et de s'être réveillé aux aurores pour participer à cette conversation. Et nous sommes heureux donc de l'entendre aujourd'hui. Et bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique, hein, quand on clique sur leur nom. Il n'y a pas de micro, donc j'ai l'impression que ces personnes ne peuvent pas prendre la parole. Bien, c'est bien dommage. Je sais qu'il s'était levé de bonne heure pour pouvoir prendre la parole. Carlo est dans la pratique de la construction de la paix au niveau des populations autochtones. C'est un directeur de programme qui s'appelle Attention Oceana. Donc, c'est une organisation de construction de la paix qu'il a cofondée, hein.
et il a beaucoup participé à cette formation de paix pour les hommes et de prévention de la violence dans les îles Fidji. Et actuellement, il travaille au programme de Men Engage de Pacifique et il travaille avec les femmes et avec les filles. C'est bien dommage qu'il n'ait pas pu prendre la parole avec nous. Je le regrette vraiment. Cela nous donne un petit peu de temps peut-être pour revenir aux questions et commentaires. Alors, si vous avez des questions qui me sont destinées ou qui sont destinées aux différents intervenants qui ont pris la parole, vous pouvez y aller. Bien, je vais prendre quelques questions, Bianca au micro, et peut-être quelques questions concernant, par exemple, une première question qui demande si vous avez constaté une baisse de la violence contre les femmes et de la discrimination contre les femmes depuis l'application de ces programmes, hein. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des différents défis que vous avez rencontrés dans l'établissement de ces ateliers, hein, auxquels vous avez travaillé dans différents contextes? Bien, alors, est-ce que vous pouvez me donner la première question à nouveau? La première question concernait les preuves, hein, de la diminution des cas de discrimination contre les femmes. Eh bien, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas vraiment la possibilité de faire ce type de recherche, je dois dire. Cela demande d'abord un système qui nous permettrait de mesurer ces changements. On a parlé avec des femmes, mais après les ateliers, mais les femmes nous ont décrit quelques changements, des changements d'attitude, de comportement. Les hommes étaient plus coopérants concernant les activités des femmes à la maison. On a eu ce type de témoignage et les hommes avaient une autre manière de traiter les femmes. Jusqu'à maintenant, c'est ces témoignages. Mais je dirais que scientifiquement, nous ne pouvons pas dire que nous avons des preuves d'un changement de comportement et d'attitude suite à ces ateliers. Et donc des preuves scientifiques, je ne peux pas répondre. Je sais qu'il y a eu des changements. Je sais aussi que ces choses ne changent pas facilement ni rapidement. Donc il faut voilà, je ne peux pas en dire plus. En tout cas, c'est une bonne question et c'est important. La question concernant le genre, je ne peux pas vraiment répondre, hein, parce qu'on parle beaucoup de genre, hein. On parle beaucoup de la définition de genre, de la façon dont le genre surgit avant qu'on ait la socialisation de l'homme, hein. C'est souvent le thème de notre formation d'ailleurs, hein, et rappelez-moi, s'il vous plaît, la dernière question. La dernière question portait sur les défis et les leçons apprises, hein, concernant l'établissement de ces réseaux que vous créez dans différents contextes. Oui, eh bien, je dirais qu'un des défis est de trouver le moyen de faire ce travail avec les femmes et en parallèle au travail que les femmes font déjà dans la communauté qui doit être réalisé. Les défis, si on commence à regarder et les hommes, la masculinité, on peut se demander si l'on fait cela et si ce n'est pas, va pas au détriment des organisations de femmes. C'est important de savoir qu'un de nos principes de base, c'est de participer avec les femmes de la communauté dès le début, les femmes qui ont un certain leadership dans ce domaine. Donc, nous participons
au travail des femmes et nous travaillons à ce processus et nous reconnaissons ces organisations qui existent déjà. Et puis, un défi qui existe, c'est cette, ce- cette domination, ce contrôle, hein, que les hommes ont l'habitude de faire lorsque c'est ce qui arrive. Et il faut établir la scène dès le début et interrompre ces choses-là lorsqu'elles arrivent et les et en parler, hein, mais c'est un grand défi. On ne peut pas penser que c'est parce que les hommes vont participer à un atelier de ce type et qu'ils vont tout de suite changer leur comportement. Donc, il y a une série de choses qui fait que les femmes doivent aussi jouer un rôle dans ce sens. En tout cas, c'est les deux choses auxquelles je pense maintenant, mais je voudrais aussi laisser la parole à mes collègues pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont constaté suite à ces formations comme changement, hein. Eh bien, je pense, James, au micro. Vous avez parlé du processus que nous utilisons. Je dirais que c'est une conversation, hein, qui a lieu actuellement et j'aimerais y participer, mais je dirais que c'est un processus qui dure toute la vie, ces changements, hein, ce qui nous amène à dire que cette formation peut durer entre 3 jours et 2 semaines, hein. Donc, voilà, c'est comme cela que nous parvenons à changer les processus, à changer les relations. C'est long. Nous faisons donc ces formations à certains endroits pendant une durée déterminée. Et ensuite, les gens retournent à leur vie quotidienne. Donc, on essaie de créer des structures de soutien, des structures sociales de soutien qui vont nous permettre de continuer cette formation une fois que l'atelier est terminé, qu'il y ait encore des, des, des choses qui se fassent dans ce domaine, hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler des défis que vous connaissez. Oui, c'est vrai que c'est une tâche complexe, notamment effectivement lorsque l'on effectue une seule formation. Il serait illusoire d'imaginer que l'impact peut être très fort avec une seule formation, mais euh, je crois que c'est ce que nous essayons de faire dans les communautés, un travail de longue haleine, une connexion sur le long terme avec le groupe, euh, qui nous permet de réfléchir lors de diverses opportunités, de revenir plus tard, de revenir sur ce qui a été dit, euh, pour effectuer une réflexion sur le long cours. En tout cas, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est avec ce groupe avec lequel nous travaillons, c'est un tout petit groupe, hein. Et nous en sommes arrivés à un point où nous sommes devenus une structure de soutien pour chacun. Je crois que c'est ce qu'il convient d'offrir, une offre sur le long terme, plus soutenue. Et en fait, le groupe, après, c'est séparé après ce travail. Mais nous avons essayé de soutenir ce travail sur le long cours avec des allers-retours pour que le groupe devienne un groupe de soutien tout au long du processus de changement. Je crois que on doit parler avant tout de processus. C'est-à-dire que lors de la formation, il convient de penser, de prévoir déjà comment ce groupe pourra se soutenir sur la durée pour se transformer en groupe de soutien lors de ce long processus de changement. Oui, effectivement, c'est un petit peu la même chose que nous avons expérimenté au Sud-Texas. Je crois que le maître mot également, c'est la durabilité, qu'il s'agit de, euh,
développer le concept de leader pour que les jeunes hommes et les hommes s'engagent, participent toujours plus. Nous considérons toujours cette notion de durabilité dans toutes nos formations, dans tous les aspects techniques. Donc, nous avons souhaité créer un réseau de soutien d'assistance technique au niveau local pour faire participer les jeunes hommes à long terme sur toutes ces questions de lutte contre les violences faites aux femmes notamment. Et j'ai eu des retours, par exemple, du procureur général ici au Texas qui m'a affirmé qu'effectivement, le fait de soutenir, de former, de faire participer les hommes au niveau local sur le long cours permettait d'avoir un changement important dans la communauté. Or, ce que je n'avais pas à l'époque, il y a 20 ans, je n'avais pas encore de coalition disponible pour créer ce type de support, de soutien et de formation sur le long cours. Euh, mais depuis, nous avons créé un réseau en constante évolution qui nous permet de travailler et de fournir des formations au niveau local et de fournir un réseau de soutien hum, euh, qui se maintient de le temps, mais qui permet d'autonomiser toutes ces personnes et de les accompagner tout au long de ce processus de changement. Nous effectuons également constamment une évaluation de nos formations. Nous développons petit à petit des ressources. Alors, cela prend bien sûr beaucoup de temps, de financement, d'engagement pour que ces initiatives portent leurs fruits. Mais je crois que c'est un élément clé, effectivement. La durabilité, le travail au long cours, le soutien dans le temps, tout cela est absolument essentiel, bien sûr, pour aboutir à un véritable changement, à un véritable impact euh, notable en termes de changement sociétal. Donc, c'est une bonne question, effectivement, et j'apprécie la possibilité d'avoir pu présenter ma réponse. Très bien, merci. Alors, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette conférence. Juste un commentaire. Selon mon expérience concernant ce travail sur le terrain avec les groupes de femmes, dans notre cas, il y a, il y a eu une certaine résistance lorsque nous avons commencé à travailler dans la communauté avec seulement les hommes. Et désormais, les femmes viennent travailler avec les groupes d'hommes pour échanger. Donc, nous avons pu obtenir d'elle la reconnaissance que le travail effectué euh, était, euh, était effectivement très utile pour les femmes également. Donc, je crois que c'est un travail communautaire fondamental ici qui permet, avec beaucoup de doigté, de sensibilité, d'inclure les différents groupes, les différentes sensibilités pour avoir un véritable impact. Merci. Moi, je voulais également m'exprimer pour indiquer que que les hommes, dans notre cas, n'ont pas montré beaucoup de résistance, même des hommes qui venaient d'environnements très défavorisés en Afrique, au Nigeria en particulier. Il y avait un engagement très fort dès le départ. Lorsqu'ils ont commencé à participer à cette formation, nous les avons trouvés véritablement très désireux, très volontaires. Ils voulaient démontrer, faire preuve d'amour et voulaient montrer leur vulnérabilité. Donc, je crois que la principale difficulté que nous avons rencontrée, c'est effectivement la question de la durabilité
que vous avez soulevées parce que parfois nous avions une seule formation et puis, mais nous ne pouvions pas forcément poursuivre ces formations sur le long terme. Donc, il y avait parfois des retours en arrière, n'est-ce pas, un changement sur le moment, et puis cela n'était pas maintenu dans le temps. Donc, nous avons travaillé avec les organisations de femmes également, avec toutes les autres personnes qui souhaitaient soutenir ce travail. Euh, et nous leur avons demandé leur aide pour soutenir notre travail à plus long terme. Donc, bien sûr, tout cela prend du temps, cela nécessite des connexions, du travail en commun, mais c'est effectivement la clé. Merci beaucoup. Dernier point, la méthodologie que nous utilisons fait toute la différence. Si il est vrai que le programme est assez simple, la méthodologie utilisée est absolument essentielle. Enfin, le rôle de l'esprit dans notre formation est fondamental. Nous n'en avons pas parlé beaucoup, mais c'est pourtant très important pour nous. Nous effectuons cette formation et cette activité pour évoquer un esprit supérieur. Hmm. Et nous le sentons lorsque il y a quelque chose qui se produit au sein de nos formations. Nous sentons que quelque chose de très puissant est en train de se produire et tout cela est véritablement très motivant. Et c'est là d'ailleurs que le changement ensuite se produit. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours pour que nous prenions une grande respiration. Et je le répète encore à cet instant, respirons profondément euh, pour saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, de nous connecter en ce moment, de nous rassembler dans cette mission, dans ce travail. Donc, je voulais vous inviter à nouveau à respirer ensemble pendant 1 minute, pendant que nous nous remercions et nous nous souhaitons, euh, nous disons à bientôt pour le moment. Merci, Bianca. Merci, Steve. Merci à toutes et à tous pour votre formidable participation.